Donc on apprend pendant l'intro, on apprend directement, oui, je vais appeler ça l'intro, on a un petit passage où on apprend que, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, que Mekamaru, donc Kokichi Muta, avait donc trahi tout le monde et fait une restriction avec, Mahito, et qu'ils vont se combattre. Donc on voit que Mahito lève la restriction divine infligée à Muta, donc parce qu'il est obligé, puisqu'il a signé un contrat, mais dès qu'il l'enlève, ils vont se battre pour s'entretuer. Donc c'est ce qui va se passer, ils se combattent, et deux choses importantes à retenir. D'abord, le combat en lui-même, où on voit que, hop là, Muta peut sortir ce genre de gros robot qu'il avait préparé. La première question, c'est qu'on apprend qu'il est mort, hein. Mahito tue Muta, mais on voit pas son cadavre. Alors moi, quand on voit pas un cadavre dans un manga, surtout dans un shonen, je suis toujours un peu sur la réserve. Est-ce qu'il est vraiment mort? Normalement oui, hein, parce qu'on est quand même dans un shonen un peu sombre, et Mahito l'a touché, donc normalement il est mort. Mais j'ai le droit d'émettre une petite hypothèse. Et deux, il a eu le temps de laisser derrière lui des petits badges, comme on voit ici, chargés de plein d'informations sur Mahito et Geto, ici. Donc voilà, chose hyper importante à retenir pour l'arc de Shibuya, qui vont aider ces petits badges qui vont s'adresser notamment à Itadori pour lui donner des infos qu'il a accumulées pendant qu'il a trahi le lycée. Ah oui, on peut avoir plusieurs restrictions en même temps. Pour moi, il n'y a pas de problème. La restriction innée, on l'a reçue au début, à la naissance. Soit on nous l'a imposée, soit on l'a reçue, on n'a pas le choix. Et après, on en fait d'autres. Simplement, ouais, j'imagine qu'il faut être puissant pour en avoir plusieurs. Ça, de toute façon, il y a un jour où ça sera bien sûr expliqué plus clairement. Mais on peut avoir plusieurs restrictions en même temps. C'est bien sûr bien différent entre s'imposer une restriction à soi-même pour augmenter ses pouvoirs et faire une restriction, une espèce de pacte inviolable pour autre chose. Donc là, à ce moment-là, Mekamaru se fait tuer, ça je pense. On a la certitude donc que c'était bien le traître. Mais en même temps, lui, voilà, il faisait juste ça pour se faire soigner. Il n'avait pas un mauvais fond, et il va laisser derrière lui ces petits trucs pour aider les autres. Et là, on entre dans l'arc de Shibuya. Alors là, attention, je vais vous remettre ça là. J'avais normalement ça passe. Yes. Là, il y a presque tout le monde. Alors bon, c'est un peu. Hop, j'ai enlevé ça, pardon. Hop, c'est un peu simplifié. Oula, voilà, oula, comme vous dites. En même temps, il fallait ça, hein, il faut bien ça. Il y a tous les personnages, si j'en ai pas oublié, importants, semi-importants, dans l'arc de Shibuya. Donc déjà, en voyant cette planche, on comprend un petit peu la complexité du truc. Donc, je commence rapidement. Tout en haut, vous avez donc ce que j'appelle les grands méchants. Hein. C'est pour faire simple. Pour moi, il n'y en a que 3 pour l'instant, des big boss. C'est donc... point d'interrogation, qui est donc cette personne, celui qui a pris le contrôle de Kamo Noritoshi et de Geto Suguru. Vous avez Uraume qui arrive, on va expliquer un peu par la suite ce qui est là. On l'avait vu dans une planche à un moment avec tous les fléaux de rang S. On sait pas trop d'où elle vient. Les seules choses qu'on sait à ce moment-là, c'est que donc elle traîne avec Geto et les malédictions. Que Juzo, rappelez-vous, le mec, le chauve là qui s'était fait capturer one shot par Gojo, quand il s'est fait interroger, il a dit que c'était elle, enfin c'est elle ou lui, je sais pas, je crois que on sait pas trop encore ce que c'est. En tout cas que il y avait cette personne là. Et on peut comprendre que c'est une boss quand même et un grand méchant quand elle se présente devant Sukuna. Alors elle s'agenouille et tout ça, mais que Sukuna la reconnaît. Donc déjà à ce moment-là, et elle ne la tue pas surtout. Donc je crois que c'est la seule personne qui s'est adressée à lui sans que Sukuna essaie de la tuer. Donc elle pèse, et bien sûr Sukuna, mais qui est ici sous sa forme d'Itadori, donc je l'ai mis en petit. Voilà, ce sont les 3 vraiment pour moi grands méchants à ce moment-là du manga. Vous avez ici les fléaux principaux, donc Mahito, Jogo, Dagon et Anami. On a déjà parlé, ils représentent chacun quelque chose, et ce sont les plus forts, les chamans de rang S, qui sont là. Vous avez ici en orange le groupe de Geto Suguru, donc que j'ai évoqué tout à l'heure. Vous avez les jumelles, enfin les 2 copines, Nanako et Mimiko. On sait très peu de choses sur elle, hein. On sait que Mimiko a un pouvoir avec son téléphone portable, qu'elle peut prendre en photo des choses. On sait pas trop comment ça marche. Miguel, qu'on voit également à plusieurs reprises. Ces 2-là, qui ne sont pas nommés, j'ai bien cherché, alors vous me direz si vous trouvez, mais j'ai pas trouvé leur nom. On les voit notamment dans l'arc de Shibuya qui affronte rapidement Kusakabe, mais on n'en sait pas plus. Vous avez Lalou, alors lui, vraiment, c'est un peu mon... voilà, moi j'ai envie de le mettre après là-bas, à suivre. Un personnage particulier déjà sur son physique, alors là je les ai coupés, mais c'est qu'il a des cœurs sur la poitrine. Il est cité à plusieurs reprises, tu vois, par exemple, lui, eux, ils n'ont pas de nom alors que lui, il en a. Et là... Pourquoi est-ce que je vous ai mis Yuki Tsukumo ici? Donc elle est ici, bien sûr, dans les renforts arrivés à la fin de l'arc. Mais je l'ai mis ici parce que, moi, c'est vraiment le truc le plus dur que j'ai pas compris. Elle,
quand elle combat Geto et Uraume à la toute fin de l'arc de Shibuya, quand elle arrive pour les sauver, elle dit qu'elle doit gagner du temps pour que la Haru puisse intervenir. Et comme on avait déjà vu Yuki Tsukumo qui avait discuté avec Geto Suguru par le passé, quand ils partageaient un peu leur vision du monde, d'un monde futur, on peut imaginer aussi qu'elle soit restée assez proche de lui, en tout cas à l'époque, et donc de ses compagnons. Ça serait pas complètement invraisemblable, pardon. Surtout qu'on sait aussi que Yuki Tsukumo, qui est un chaman de rang S, un exercice de rang S, donc il y en a pas beaucoup, hein, et tout le monde lui reproche d'être la feignante, qu'apparemment elle ne fait pas grand chose pour le monde, elle n'utilise pas ses pouvoirs pour faire le bien, ou ni le mal d'ailleurs, mais elle fait un peu sa vie, et donc on lui reproche. Donc peut-être que... Non, elle dit bien Lalou à ce moment-là. Elle vagabonde seule, elle est indépendante des deux lycées, ça c'est sûr, mais voilà, pour moi à ce moment-là, cette planche c'est un gros mystère. Pourquoi est-ce qu'elle dit qu'on doit attendre Lalou? Est-ce que c'est une incompréhension de ma part? Mais bon, c'est écrit Lalou, donc moi j'y peux rien. Les pouvoirs de Yuki, non, c'est pas dit, bien sûr, on sait juste qu'elle maîtrise une espèce de serpent ou dragon là autour d'elle, mais on sait pas non plus ses pouvoirs. Donc personnage incroyable, bien sûr, avec beaucoup de potentiel, qui a quand même entraîné Todo, qui est un des mecs les plus stylés, qui est chaman de rang S, tout simplement. Donc voilà, donc je n'exclus pas qu'elle soit, elle est indépendante, disons, et donc elle fait un peu ce qu'elle veut. Ici, vous avez les exorcistes noirs, donc ceux qui sont envoyés pour, c'est un peu faire diversion, quoi, foutre le bordel dans Shibuya. Donc Awasaka, qui maîtrise donc le sort de vice versa là, où donc les attaques fortes, il les reçoit mollement, et les attaques molles, il les reçoit fortement, mais bien sûr il peut inverser au bon moment. Enfin bon, on va pas passer du temps sans pouvoir, simplement Itadori et Fushiguro reviennent à bout. Ogami, hyper intéressant, cette vieille qui invoque donc des morts, et qui va, par le corps de le réceptacle étant son petit-fils, et elle va prendre un peu la confiance, elle va invoquer Toji Zenin. Pas de chance pour elle, Toji Zenin il a une restriction maudite, alors là on sait pas comment, pareil, parce que c'est pas son corps, donc la restriction maudite ce serait donc, voilà, il y a quand même des trucs pas clairs sur le fonctionnement du système, puisque c'est l'âme de Toji qui est envoyée dans le corps du petit-fils, et pourtant l'âme va prendre le dessus sur le corps du petit-fils, et comme il a une restriction maudite, voilà, le sort va merder pour elle, elle va perdre le contrôle, et Toji va donc être ressuscité temporairement, et ça va être important pour la suite. Haruta qui est de retour, on l'avait déjà vu au l'arc de Tokyo, il va affronter plusieurs personnes, donc voilà, c'est intéressant. Choso qui est donc l'allégeance moins claire, puisque déjà c'est, comme je vous l'ai dit, c'est pas un fléau, c'est un hybride, un des embryons, et on va le voir, hein, qui va donc changer de camp, notamment de la même façon qu'est-ce qui est arrivé à Todo, c'est que Itadori va lui faire quelque chose involontairement, ou Sukuna, enfin en tout cas quelque chose va lui arriver, et il va avoir un souvenir que Itadori est son frère. Donc ça on verra d'où ça vient. Les gentils, je passe rapidement, vous les connaissez tous. Il y a uniquement Takumi Ino, qui est un de ceux qui débarquent ici, qui est donc un chaman qui est en cours pour devenir rang 1, sous l'égide de Nanami qui s'occupe de lui. Pouvoir super intéressant aussi. Vraiment, moi j'aimerais bien aussi passer du temps sur son pouvoir. Énormément chargé de références chinoises, coréennes, des choses comme ça. Je me demande même s'il est... son nom est 100% japonais, mais je serais pas étonné si on apprend que le personnage a des origines chinoises ou coréennes. Donc voilà, quand il met son masque, il peut contrôler des divinités et les invoquer. Donc il y a un côté aussi manipulation et je perds mon mot. J'en perds mes mots. Enfin voilà, quand on manipule les morts, ce genre de choses. Donc super combat, moi j'ai bien aimé ce personnage. Oui, donc on a évoqué tout à l'heure qui débarque, donc le moment gênant avec sa sœur. Naobito Zenin, qui est donc le chef de famille de la famille Zenin, qui a un pouvoir assez stylé aussi sur l'idée, moi ça m'a tué quand il explique les images par seconde, la 4K, les choses comme ça, donc il peut arrêter les objets selon la qualité, presque comme un ordinateur, donc ça c'est assez marrant. Il aime beaucoup apparemment le mangaka faire des vieux personnages, leur faire utiliser des pouvoirs improbables. Donc on rappelle, c'est vrai que j'ai pas mis d'image, mais que quand même Gakuganji, là je crois que c'était l'épisode de cette semaine de l'anime que j'ai pas encore vu, mais j'ai vu un extrait, donc Gakuganji qui se bat quand même avec une guitare électrique, le chef du lycée de Kyoto, alors qu'on s'attendait pas du tout à ça. Naobito Zenin, lui le chef de la famille Zenin, qui se bat donc avec, qui utilise plus ou moins, qui parle, qui évoque des FPS et la 4K dans son pouvoir. Je trouve ça assez décalé et franchement c'est sympa. Vous avez aussi donc les assistants qui sont là et les renforts qui arrivent, donc Todo et Nita, on les a déjà assez évoqués aujourd'hui, Yuki et bien sûr Okotsu qui va débarquer.
Donc ça c'est pour présenter un peu l'état des forces et qui est là. Donc moi à suivre bien sûr, moi tous ces persos là que j'ai envie de mettre ici, il y en a un paquet hein, bien sûr, mais bon j'avais mis cette petite case, il y a des personnages à suivre. Alors voilà, là c'est le gros point, le mystère des souvenirs inexistants. Du coup, j'ai vu que tout dans le chat, alors je crois que c'était toi Calcix qui disait qu'il y avait déjà des... Je suis pas allé lire des threads honnêtement, j'ai voulu vraiment me baser sur ma lecture de la version originale en japonais et de ma compréhension. Je suis pas allé m'influencer sur ce qui peut se trouver sur internet et les autres débats. Moi je vous présente ce que j'ai compris, le mystère des souvenirs inexistants, pourquoi... Todo et Choso ont comme ça changé de camp entre guillemets, pourquoi ils se sont mis d'un coup à aimer Itadori. Donc la première fois on le voit ici, je vous l'ai mis en japonais, c'est bien ici Sonzai Shinai Kyoku, donc ce sont littéralement Sonzai c'est exister, Shinai c'est la forme négative d'être, enfin donc qui n'existe pas, et Kyoku c'est un souvenir. Donc là il n'y a pas de débat je veux dire de traduction, ce sont bien des souvenirs inexistants. Et là j'ai coupé la bulle, mais c'est qui attaque Todo, enfin son esprit déborde de souvenirs inexistants. Et à ce moment-là, on pouvait croire effectivement que c'était juste un délire de Todo, ou j'en sais rien, moi je l'ai pas du tout vu comme ça, je pensais que c'était juste un délire. Sauf que là, on se retrouve dans le chapitre, je crois, 100 et des brouettes, où il arrive exactement la même chose, et avec exactement la même appellation de Sonzai Shinai Kyoku. Et quand vous avez il y a ces petits points là, vous voyez qui sont pas normalement là dans le japonais. Donc moi je pense que c'est pour marquer le fait que ce soit une appellation concrète, donc peut-être un pouvoir quoi. Donc c'est exactement la même chose qui arrive. Donc ce n'est pas, comme disait tout à l'heure quelqu'un, ni un délire de Todo, et pour Choso, ce n'est pas je ne sais quoi d'autre, c'est bien quelque chose qui est arrivé aux deux personnes. Et d'ailleurs ici on voit hein, que d'un coup, hop, Totsujo, d'un coup, à l'intérieur, donc Noonai, à l'intérieur du cerveau de Choso, se sont mis à déborder des souvenirs inexistants. Voilà, alors qu'il était sur le point, voilà, là c'est pour ça que j'ai mis ça, c'est que une fois dans l'autre monde, demande pardon à mes frères, ça c'est la dernière chose qu'il lui dit, donc il est vraiment sur le point de le tuer, et paf, là on voit bien sur cette planche qu'il arrive quelque chose d'un coup, il est assailli par ses souvenirs. C'était pareil pour Todo, bon il voulait pas vraiment le tuer mais il était sur le point de perdre, et le souvenir de Todo, donc c'est celui-là, où ils sont donc copains à l'école, donc là ils sont vraiment potes, ils sont pas frères, hein, ils sont bien, même s'ils l'appellent brosa des fois, donc comme en anglais, donc my bro, c'est lui, c'est vraiment le côté plutôt best friend. Alors que là, on voit bien qu'il partage un repas dans son souvenir avec ses trois frères, donc il l'imagine comme son frère. Alors, bah voilà, on en est là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça fait ça? Est-ce que c'est un pouvoir de Sukuna? Parce que donc, quelles sont les possibilités? Un, c'est un pouvoir de Sukuna. Sukuna fait quelque chose pour sauver Itadori puisqu'il y gagne et il lui fait apparaître ses souvenirs. Pour moi, cette planche que je vous ai mis là pourrait avoir un lien avec ça. Au moment où Sukuna va pour vaincre Jogo, il lui dit avant de le tuer, sois fier, tu es fort. Merci beaucoup pour le follow. Merci pour le follow, Moody Jockey. Il est sur le point de le follow, il est sur le point de le tuer et il se passe ça. Jogo qui se met à pleurer quand Sukuna lui dit sois fier, tu es fort. Et donc on pourrait croire donc ça va dans le sens que c'est Sukuna. Donc voilà, peut-être que ça se ressemble parce qu'il a des larmes. Todo aussi pleurait. Je crois que Choso aussi pleure. Donc ça pourrait tout ça être lié. Et il y a aussi juste après Sukuna qui lui dit quand Jogo lui dit qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce qui m'arrive, Sukuna qui lui dit va savoir, je n'en ai aucune idée. Donc du coup, est-ce que c'est vraiment Sukuna qui fait ça, mais qui ne veut pas le dire à Jogo et qui fait un peu le mec qui dit va savoir, j'en sais rien. Ou alors, ce que je préférerais, c'est qu'en fait, c'est un pouvoir de Itadori. Itadori, je rappelle, on sait qu'il n'avait pas de parents. On sait dans le tout premier chapitre, dans le tout premier épisode, que son grand-père, quand il meurt, il dit je dois te dire quelque chose sur tes parents. Mais lui il dit non, je veux pas savoir. Donc on imagine bien sûr que ses parents ont quand même quelque chose. Dans une interview, le mangaka avait dit qu'il avait déjà prévu une histoire pour un des deux parents et il n'était pas sûr d'utiliser l'autre. Donc moi je voulais pas trop me spoiler là-dessus, mais j'ai tombé sur un article. On sait en tout cas qu'il y a un des parents qui va servir à quelque chose. Et bah moi je trouve ça cool, je me dis est-ce que du coup là c'est bien Sukuna qui a pris le contrôle du corps de Itadori, mais ça reste le corps d'Itadori. Donc est-ce que ça pourrait être une manifestation d'un pouvoir caché d'Itadori aussi bien pour Todo que pour Choso? Donc ça c'est... Donc la première théorie c'est que ça vient de Sukuna, tout simplement, et qu'ici sur cette planche, quand il lui dit va savoir, j'en ai aucune idée, c'est juste que il a pas envie de lui dire. Deuxième possibilité, celle que j'espère et celle que je trouve assez cool, c'est que ça vient donc d'Itadori. Troisième possibilité, et du coup là, bon cette planche du coup n'a plus rien à voir, ici ça serait pas en lien, ce serait juste une coïncidence. Ici et ici,
rappelez-vous, les 9 embryons maudits, eh bien, là c'est tiré par les cheveux peut-être, mais en fait, Itadori et Todo feraient partie également des 9 embryons. Alors, c'est un peu compliqué, c'est un peu tiré par les cheveux, ils pourraient être liés. Pourquoi pas? Je veux dire, on sait que Choso, du coup, lui, quand il a son souvenir, il l'imagine comme son frère. Il dit que quand il ressent Itadori qui est sur le point, il explique que quand ses 2 frères sont morts, il le ressent au plus profond de lui, et que là, il a senti qu'Itadori était sur le point de mourir. Il l'a ressenti comme pour ses 2 frères. Donc, ça pourrait être aussi être lié à ça. Est-ce que, alors c'est le plus tordu, mais voilà, Todo. Trop fort, on sait rien sur lui non plus. Il pourrait être très bien sorti de nulle part. Voilà, ça c'était la 3e possibilité. Simplement, c'est la plus tordue et la moins probable, puisque je vous rappelle que donc j'avais trouvé ces 9 stades de décomposition du corps humain qui a donc inspiré les 9 embryons maudits. Et Todo, avec son sort de boogie woogie de déplacement, même si on peut imaginer que ce soit le stade de décomposition de l'éclatement du corps, là, comme on le disait, je trouve ça quand même très difficile à imaginer. Itadori, on sait pas son pouvoir, peut-être qu'il a un pouvoir depuis le début qu'on connaît pas encore. Pourquoi pas? En tout cas, gardez ça en tête au cas où, cette possibilité, mais pour moi, c'est vraiment Itadori qui fait quelque chose quand il est sur le point de mourir, parce que chaque fois c'est quand il est sur le point de mourir, et ici, du coup là c'est un peu différent, parce que c'était Sukuna qui était dans son corps, donc bon, il y a beaucoup de choses, voilà, beaucoup de théories, en tout cas, j'ai hâte de savoir ce qu'il en est vraiment, et à mon avis, c'est pas pour tout de suite, ce sera plutôt pour les prochaines, pour les prochains arcs qu'on en saura plus, parce que ça a l'air d'être quand même assez important. Oui, bon, ça c'est juste voilà. Bon, pour les petites choses importantes dans cet arc. En plus, bon, je vais pas vous refaire le. Oui, je pense qu'Itadori a des pouvoirs sous-jacents. Moi, je pense qu'Itadori, il a bouffé le doigt de Sukuna, ce qui a donné les pouvoirs de Sukuna, enfin les pouvoirs, l'énergie. Mais je pense qu'il a des pouvoirs de base, puisque déjà il a survécu en bouffant le doigt. Et à ce moment-là, Megumi explique bien qu'il y a une chance sur 1 million que ça arrive. Comme par hasard, ça marche. Donc, soit c'est parce que c'est un des 9 embryons maudits. Bon, soit parce que ses parents avaient des pouvoirs et donc il est une famille d'exorcistes. Ou à une restriction innée, exactement. Tout à fait possible pour moi. Ici sur cette planche c'est plutôt des choses, donc l'arc de Shibuya, il y a beaucoup de combats, il se passe beaucoup de choses, on comprend quand même relativement ce qui se passe. Simplement ici je suis revenu un petit peu sur les 2 points peut-être moins clairs. Qu'est-ce que fout le groupe de Geto? Donc on les voit bien ici, je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous avez Lalu, Mimiko, Nanako, les 2 qui sont pas nommés ici. On voit bien que ici leur but c'est donc, eux ils sont fans de Geto, mais du vrai Geto, hein, le jeune qu'on connaissait, celui quand il est commencé à devenir méchant, il partageait les mêmes idées que lui d'enlever peut-être les non-chamans, les non-exorcistes du monde. En tout cas il l'adorait. Et on voit sur cette planche qu'ils expliquent que maintenant, l'autre explique que donc l'homme que vous aimiez, que vous adorez est transformé en zombie, et on peut rien faire pour ça. Et la fille qui pète un câble et qui dit que Geto est bien mort, et qu'elle ne laissera personne continuer à salir sa mémoire, donc elle parle bien de la chose qui contrôle son corps. Donc ce qu'on comprend ici, c'est que ces chamans-là, ils sont là pour tuer finalement, en tout cas se débarrasser du corps de la chose qui contrôle Geto. Mais en même temps, ils servent ses intérêts. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que eux, ils veulent s'en débarrasser, mais ils sont bien sous ses ordres, puisque on voit sur ces planches-là, coopérer avec ces types. Elle accepte de coopérer dans le seul but de ramener le corps de Geto-sama. Donc elle est d'accord que les 2 filles, leur but c'est juste de tuer le truc qui a pris le contrôle du corps, et lui explique que non. Comme ils savent pas encore les intentions de l'usurpateur, ils veulent pas le tuer tout de suite, il reste pour l'instant sous ses ordres, puisque peut-être que cet usurpateur partage la même vision du monde que celle que partageait Geto. C'est le monde qu'espérait Geto Suguru, voilà pourquoi nous coopérons. Pour cette fois, la question de son corps passe au second plan. Donc c'est bien des vrais potes de Geto, mais à l'intérieur du groupe, il y a quand même des désaccords. Les filles, les deux copines, en tout cas elles veulent absolument récupérer le corps et lui faire une sépulture et qu'on arrête d'utiliser son corps, alors que les 2 autres, eux, ils sont peut-être plus proches de l'objectif de Geto, qui était donc de créer un nouveau monde, peut-être un peu plus dirigé par les exorcistes, plutôt que de sauver son corps. Donc ça, je sais pas si vous l'aviez compris, mais c'est quand même important. On voit toujours Lalu. J'ai pas mis la scène, mais on voit aussi que Lalu a l'air pas de diriger, mais déjà là sur la position, on voit qu'il est tout seul au milieu et que les 2 autres sont sur les côtés. À un moment, il gueule et leur dit taisez-vous, tout le monde la ferme. Donc je pense que ce mec il pèse un peu et qu'on va le revoir, et j'ai hâte d'en savoir plus sur lui. En tout cas, retenez bien que eux, ils sont sous les ordres
de Geto, enfin donc le faux en ce moment, mais qu'ils étaient déjà avec lui avant. Et vous le verrez dans une dernière planche que donc ces deux-là, elles sont tellement sur le point de, elles veulent tellement ramener Geto, elles veulent tellement tuer l'imposteur qu'elles vont aller, tenez-vous bien, aller jusqu'à demander directement à Sukuna. Elle tombe sur Itadori évanoui suite à son combat contre Choso. Elles vont lui bourrer les doigts de Sukuna qu'elles ont récupérés à ce moment-là, on sait pas trop comment, dans le but de faire revenir Sukuna pour que Sukuna, parce qu'elles savent qu'il est extrêmement fort, mais elles savent aussi que le mec qui possède Geto est extrêmement fort, elles se disent que Sukuna va pouvoir le tuer. Donc, elle donne les doigts à Itadori, Sukuna se réveille, elle demande, lui Sukuna qui déteste les humains, il dit allez vous m'avez donné des doigts, ou un seul doigt je crois, je vous écoute, et il va quand même, pas les écouter bien sûr, parce qu'il dit vous prenez pour qui pour me donner des ordres, il les tue. Quand même, à la dernière minute, elle a le temps de prendre une photo avec son portable chelou, ou en tout cas, elle est sur le point de le faire, mais bon, après, Sukuna détruit le portable, donc moi, je considère qu'elles sont mortes, mais il y a quand même son téléphone portable, elle a le temps de le dégainer, donc je serais pas surpris quand même qu'il y ait un petit plot twist à ce niveau-là. Ça, c'est pour l'histoire du clan de Geto, qui pour moi était pas du tout clair, donc c'est important. Deuxième chose, et je vois que dans le chat, quelqu'un attendait ça, pourquoi est-ce que Sukuna est à fond sur Fushiguro? Alors, déjà, cette planche. J'ai eu pas mal de débats à l'époque, quand Sukuna et Jogo se mettent d'accord pour tuer tous les humains à Shibuya, à l'exception d'un seul. Il précise bien, moi au début je pensais que c'était, j'aurais pu croire que c'était Itadori, dans le sens où on tue pas Itadori parce que je suis dedans ou je sais pas quoi. Non, il s'adresse à Fushiguro. Il y a plein de remarques à plusieurs moments du manga où dès le début, dans son premier affrontement, au tout début du manga contre Fushiguro, il est intéressé par lui, on le voit quoi, il dit ah intéressant, nanana. Et il lui dit pourquoi est-ce que tu as fui au tout début quand ils sont dans le lycée là bizarre enfermés et que Megumi s'enfuit. Sukuna lui reproche de s'être enfui, il lui dit pourquoi tu t'es enfui, t'aurais pu le vaincre. Donc suite à ces remarques, Fushiguro va s'entraîner un peu et il va se dire ah oui effectivement, il va comprendre peut-être les pouvoirs qu'il a en lui. Et on comprend en fait déjà ici, tout simplement, c'est cette planche où les chefs de famille de l'époque, donc il parle de la grande époque du Jujutsu, où les chefs de famille possédaient, donc les deux plus grands chamans du monde, en gros, s'étaient affrontés pour savoir qui allait l'emporter. Donc tout à l'heure j'ai dit une bêtise, pardon. J'ai dit que Gojo était le seul à avoir eu en même temps le 6e œil et le sort de vie d'infini, mais non, c'était le 2e. Donc les deux plus, en gros, par le passé, les deux plus grands chamans sont affrontés. C'était un mec comme Gojo, mais à l'époque, et ton adversaire, c'était celui qui possédait le sort de Fushiguro, la voix des 10 ombres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le sort inné de Megumi, de manipulation de ces 10 Shikigami, est plus ou moins aussi puissant que le double sort de Gojo. Ce qui veut donc dire que le sort de Megumi est juste trop fort. Megumi a un potentiel monstrueux. Ici, j'ai pas mis la planche suivante, mais tu comprends ce que j'essaie de dire, Gojo lui dit. Et en fait, l'image suivante, on est de retour, là c'était un petit flashback, l'image suivante, on est de retour dans le présent, et Megumi se dit à lui-même, ça veut dire que je suis aussi fort, et ça veut dire que je peux devenir aussi fort que lui. Donc Megumi comprend à quel point son pouvoir est pété, et on va le voir d'ailleurs un peu plus tard, littéralement, enfin dans le manga on voit pourquoi c'est fort. Voilà, donc voilà tout simplement pourquoi est-ce que Sukuna est intéressé par lui, c'est parce que son pouvoir est très très fort, et concrètement, pourquoi il est très fort son pouvoir, je ferai un point sur la vidéo sur Megumi, mais en gros, il explique, c'est la voix des 10 ombres, il a 10 Shikigami qu'il peut, donc 10 Shikigami, donc Shikigami j'avais laissé moi en japonais, on le voit souvent comme dans plein de choses, dans Bleach et tout, c'est l'idée des familiers qu'on peut invoquer. Il a donc ces 2 loups de jade, quand il reçoit son sort, il a uniquement ces 2 loups de jade, et avec ces loups de jade, il peut, alors moi ça me fait un peu pour les joueurs de Final Fantasy, à l'ancienne Final Fantasy 8, ça me fait penser à Nosferatu, c'est vraiment l'idée qu'on peut, à un moment, il peut décider comme ça d'invoquer un monstre, un de ces 10 monstres, qu'il a à l'intérieur de lui, il les invoque, et s'il arrive à le battre, et ben il l'obtient, il peut l'invoquer par la suite. Voilà, ça marche comme ça son sort. Reika, on est encore là. On explique la puissance de Megumi. Et donc il a ces 10... Alors, ça s'appelle la voix des 10 ombres. Donc on imagine qu'il y a 10 Shikigami. Donc il y a les loups de jade. Je pense que ça compte comme 1, les 2 loups de jade. Il a son sort de dispersion, là, les petits lapins par milliers. Il a, bien sûr, Bancho, le gros éléphant.
il dit qu'il l'a eu il y a pas longtemps d'ailleurs, à un moment dans le chapitre il dit celui-là je l'ai obtenu, je l'ai maîtrisé il y a pas longtemps. Donc ça montre bien que ça marche comme ça. Il a son serpent qu'on a vu au tout début mais qu'on ne voit jamais. On n'a pas revu depuis, je crois, que je vais même oublier son nom tellement qu'on le voit plus. Il y a bien sûr Noé, Noé qui est donc un yokai japonais connu, donc son plus puissant, en tout cas au moment où on le voit, il l'utilise souvent, et on voit que les élèves de Kyoto en ont peur, ils le connaissent, cette espèce de chimère volante. Donc les lapins, les loups de jade, le serpent, l'éléphant et le Noé, donc il y en a au moins 5 si je dis pas de bêtises, il y a les grenouilles, 6. Donc après on sait pas si tous comptent comme 1, mais en tout cas voilà, on a déjà vu au moins 6. Et bien sûr, donc voilà, donc déjà c'est stylé. Mais surtout, il y a je pense qui est la 10e, voilà Bancho, oui, l'éléphant. La 10e, qui est donc Makora. J'ai pas mis l'image tiens d'ailleurs, parce que je pensais pas rentrer autant dans les détails sur Megumi. Makora qui est donc le dieu déchu, alors je sais plus son titre exact, mais la page, vous verriez la page en japonais, il y a 10 kanji comme ça, le truc intraduisible bien sûr, le kanji de la divinité, de la malédiction, du plus fort, bon, un truc en lisant en japonais on dit ok lui il pèse, et donc j'avais traduit ça je crois par Makora, la divinité déchue, voilà. Donc en fait il a au fond de lui ce qui est sûrement le 10e esprit maudit qu'il peut essayer d'invoquer pour le dresser en gros et ensuite l'utiliser, et il explique que personne n'a jamais réussi à le faire. Et donc il l'utilise un peu comme un barou d'honneur quoi. Avant de mourir, il l'invoque tranquille. Voilà, roi déchu des dieux, voilà, c'est ça, effectivement. Avant de mourir, parce qu'il pense mourir, il l'active. Et donc en fait ça fait que il est coincé avec notre ami, comment il s'appelle déjà, avec notre ami Haruta Shigemo ici, puisqu'il a déjà plus d'énergie, il a déjà vaincu Awasaka, et il a fait plein de choses, et donc Haruta lui tombe dessus donc il en peut plus, et du coup il décide directement de l'invoquer. Et on a vu déjà dans le manga qu'à plusieurs reprises il avait failli le faire, dans l'arc du collège là. Plusieurs fois, il commence à faire l'invocation, là, Yura, Yube, Yube, là. Donc j'avais laissé, moi, on savait pas où ça voulait dire, c'était coupé, donc j'étais obligé de laisser comme ça. Et en fait, là, il le fait, il l'invoque, et du coup, il piège son adversaire avec lui dans ce rituel d'invocation, enfin de maîtrise de l'esprit maudit. Du coup, lui ne meurt pas, parce que ça fige un peu le temps bizarre, enfin, on sait pas trop comment ça marche, mais Sukuna explique que, du coup, il comprend que le chaman et Megumi sont pris dans cette bulle qui est le rituel de tentative d'obtention du monstre, que du coup ça n'a pas tué Megumi, et que lui voilà, et que donc du coup il va juste, le but de Megumi c'est de laisser ce démon tuer le chaman noir en face. Et on imagine que si ça avait été le cas, si Megumi serait mort, parce que voilà, la chose serait arrêtée, le chaman aussi serait mort et la malédiction aurait disparu, puisque c'est un rituel de tentative de maîtrise, donc il aurait pas ensuite, il serait pas échappé pour aller tuer tout le monde, donc il aurait disparu. Sukuna débarque à ce moment-là sous la forme donc d'Itadori, parce qu'il avait senti, d'ailleurs il est en plein combat et il l'entend, il sent ça, il est en train de discuter, non il est pas en plein combat, il est avec Utaime, il est en train de discuter et il sent l'énergie, et du coup il dit une urgence. Il se téléporte là-bas, et donc voilà, on peut imaginer que c'est notamment pour cette invocation incroyable que Sukuna a de l'intérêt pour Megumi, parce qu'on peut faire sûrement beaucoup de choses avec ça. Peut-être qu'il espère que Megumi, tout simplement, lui il aimerait que Megumi apprenne à maîtriser son pouvoir pour maîtriser ce monstre, et ensuite se l'approprier, j'en sais rien. Il reste au moins, alors on disait qu'on avait peut-être vu 6 invocations si les grenouilles en font partie, donc avec Makora ça fait 7, il reste encore 3 invocations, donc on peut imaginer qu'il y a encore 3 invocations, Uraume, oui pardon. On a 3 invocations plutôt peut-être plus puissantes encore qui pourraient apparaître. Donc voilà pourquoi Sukuna est si intéressé par ce pouvoir qui est, on le sait, historiquement hyper fort, et aussi on ne sait pas tout encore, mais en tout cas c'est pour ça. Et puis parce que voilà, on rappelle, c'est le fils de Toji qui est déjà lui un boss, il a le sang de Zenin, donc il s'appelle Fushiguro parce qu'il a pris le nom de son père après, mais voilà, en plus de toute sa famille et d'être un mec important, il a ce sort qui à l'époque valait celui de Gojo. Voilà les 2 points, et le dernier point important aussi sur en mode voilà qu'on revoit un petit peu ce qui s'est passé pour bien comprendre, c'est les évolutions de Mahito. Donc là je reviens, oui, tout ce qui s'est passé en gros depuis le début du manga jusqu'à l'arc de Shibuya. Vous avez tout d'abord, dès qu'on le voit les premières fois, donc ça on l'a vu encore en animé, qu'il vient de naître, et donc il teste ses pouvoirs contre Nanami, donc il découvre. Megumi sait que c'est un Zenin, oui, on est d'accord, il le sait qu'il a été adopté, en tout cas tout le monde le sait, on voit toujours parler, on voit jamais Megumi en parler par lui-même, simplement tous les autres le savent, donc je pense qu'il le sait aussi. Voilà, on est d'accord. Donc voilà, Mahito qui teste d'abord ses pouvoirs.
Ensuite, il maîtrise l'expansion de territoire face à Nanami et Itadori. Donc voilà, le fameux étreinte de la veille est pertinent, qui est ici. Donc il le maîtrise déjà assez vite par rapport à quand il est apparu. Ensuite, alors ça on n'en a pas parlé assez, parce que les planches, moi je trouve que c'était pas clair quand il combat Itadori, mais et Mahito s'inspire d'Itadori et va réussir à placer des éclairs noirs aussi. Donc il est vraiment en évolution rapide, il maîtrise toutes les choses les plus difficiles, donc l'extension de territoire et l'éclair noir, il les maîtrise. Ensuite, en ayant vu... Oui, il le sait, Megumi sait que c'est un Zenin, oui. Ensuite, quatrième chose, il va réussir à, en s'inspirant de Gojo, faire une extension de territoire de 0,2 secondes contre Todo et Itadori. Donc le but, c'était de piéger uniquement Todo dans son extension. Et du coup là c'est la première grosse erreur du mangaka qui a été validée et donc ils ont fait un petit je sais pas si vous avez vu d'ailleurs parce que ils ont fait un petit dans le Jump il y a eu un petit message du mangaka qui a expliqué que elle n'a pas dit que c'était une erreur bien sûr mais que concrètement c'était une erreur puisque Mahito lorsqu'il sort sa première extension de territoire ici dans l'affrontement contre Nanami et Itadori il ne piège uniquement Nanami devant lui, alors que Itadori reste à l'extérieur et c'est là donc qu'on voit cette bulle noire et que Itadori va la casser pour rentrer à l'intérieur. Et sauf que là, 110 chapitres plus tard, on a, il refait la même chose, sauf que là justement c'est incroyable, punaise il est trop fort, il arrive même à faire une extension de territoire de 2 secondes, de 0,2 secondes pour ne prendre qu'un seul des deux adversaires dedans. Donc les gens se sont offusqués en mode mais attendez il l'a déjà fait, c'est n'importe quoi, et donc bah voilà. En gros l'auteur s'est excusé, alors il a donné une explication je crois, mais bon, en gros il s'était trompé quoi. Donc voilà, sachez-le aussi, que quand on sort une extension de territoire, si on n'est pas trop fort comme Gojo ou Mahito, on prend tous ceux qui sont autour de nous. Et d'ailleurs, on voit Dagon, l'esprit de la mer, là, quand il fait son extension de territoire, justement, tout le combat tourne autour du fait que bah, il est dans la merde parce qu'il avait pas le choix, il a dû prendre tout le monde en même temps. Et le chef de la famille Zenin, et Maki, et tout le monde. Donc voilà. Enfin 5, on le voit qui obtient sa véritable forme, la véritable forme de son âme, donc il évolue vraiment très très vite et il devient ce truc. Alors là, bon, pareil, encore une fois, j'ai pensé à Bleach, mais c'est pas du tout négatif. Hein, c'était ouais, je trouve qu'il y a un petit côté holo, il y a un petit côté vraiment badass. J'adore là. Bon, j'ai pas mis en plus l'image la plus stylée. Il y a l'autre image incroyable. Et donc il évolue comme ça. Donc là, dans cette forme là, quand même. Il ressemble vachement à Makora, donc à la divinité invoquée par Megumi, et on peut imaginer que Sukuna aurait peut-être un peu ses traits. Autant les autres esprits maudits sont quand même plus gentils, hein, quand on voit la tête de Jogo, de Hanami, bon ils sont stylés, mais ils font pas aussi comment dire, j'ai envie de dire aiguisés dans leur forme que là Nanami ou Makora, vraiment ils sont ok, on comprend que c'est des méchants supérieurs quoi. Et donc, tout ça pour finir, malheureusement, wasted, owned, comme vous voulez, puisqu'en fait, bah, suite au combat contre Itadori, il est à bout, hein, tout simplement. Mahito, suite à l'arc de Shibuya, tout simplement, les mecs sont quand même bien donnés. Et en fait, c'était le plan depuis le début de l'usurpateur de Geto, de que Mahito évolue le plus possible, devienne le plus fort possible, pour ensuite se l'approprier avec son sort de manipulation des fléaux, parce que malgré tout, il a beau être humanisé, trop fort et tout, ça reste un S, Geto. Geto avait expliqué, je sais plus, c'est dans le tome 0 je crois, oui, il expliquait qu'il avait eu déjà il avait déjà récupéré des fléaux de rang S, et donc là on voit un autre pour lui. Il va l'utiliser directement hein, pour manipuler, pour taper le sol et donc modifier la structure, alors pour faire plein de choses avec ça. Pareil, c'est des choses intéressantes à dire, mais en tout cas il va utiliser son pouvoir tout de suite. Est-ce que on va revoir Mahito? Je pense que oui. En tout cas là, normalement si on comprend le fonctionnement du pouvoir de Geto, la prochaine fois qu'il voit, il sera invoqué par Geto et donc il devra répondre à ses ordres. En tout cas, vu la qualité des planches, comme on voit que Mahito voilà, quand on voit que ça devient un lapin là, chassé par son prédateur et tout, moi je pense qu'en gros on va plus trop le voir Mahito, pour moi il est... Ah non, il l'a pas sauvé, non. Non, Kurosaki. Geto n'a pas sauvé Mahito. Hein. Il l'a sauvé concrètement parce que sinon il se serait fait défoncer. Mais pour moi c'était le but depuis le début. Il le dit, il remercie Itadori d'avoir participé à la croissance à ce point-là de Mahito et que pour moi, voilà, il est absorbé et soit il va se libérer, soit alors peut-être Geto va être vaincu, enfin le faux Geto va être vaincu et du coup ça va le libérer, j'en sais rien. Mais je serais pas étonné que Mahito on le revoit plus comme un méchant avec sa propre identité par la suite. Alors qu'on l'adore, hein, bien sûr, mais comme il a tellement de succès, il pourrait revenir, bien sûr, on sait pas. On peut aussi imaginer de voir un petit flashback sur comment il est né, comment il est apparu et tout, donc il y a pas mal de choses à faire.
En tout cas ici, il se fait bien absorber. Et donc ça nous amène à la fin de l'arc, et où je vous remets la même planche que tout à l'heure, mais ici avec le carnage qui a eu lieu. Donc nos grands méchants sont toujours là. Jogo, Hanami et Dagon sont morts. Bon, là, il n'y a pas de débat, on les a bien vus mourir. Dagon, peut-être un peu moins, mais bon, pour moi, ils sont morts, pas de débat. Maito, ah oui, donc la Croix Noire, ils sont morts. La Croix Rouge, ils sont out, donc out étant hors service. Ils sont voilà, hors service pour des raisons diverses. Donc Jogo, Hanami et Dagon, morts. Maito, peut-être mort, en tout cas, il n'est pas comme eux, donc on va dire juste out. Nanako et Mimiko, qui à part un potentiel plot twist, donc comme je disais du téléphone, là où elles auraient pu survivre, on les voit quand même se faire déchiqueter par Sukuna, donc pour moi elles sont mortes. Arasaka, on le voit pas mourir, la dernière image qu'on voit de lui, il a les mains dans le dos attachées par... et puis c'était Itadori et Megumi, donc je pense pas qu'ils l'ont tué. Ogami, pour moi, elle est morte, tuée par Toji, juste après qu'elle soit trompée, enfin qu'elle l'ait invoquée qu'elle a pris la confiance, Toji la tue, en tout cas il dit « je vais te tuer », il le dit, et on le voit lui mettre un coup. Toji est donc mort, hein, de toute façon il était déjà, mais il est remort, et donc son petit-fils aussi, par la même occasion. Aouta Shigemo, alors lui, il n'y a pas de doute, il est mort, il s'est fait découper en lamelles, littéralement, donc là, il n'y a pas de doute. Et puis là, c'est le moment difficile, bien sûr. F dans le chat, toujours pour Nanami, c'est triste pour lui, mais Nanami est bien mort. Mort et là il n'y a pas de doute malheureusement, enfin l'image est trop violente pour qu'il puisse revivre à ça. Nanami est mort, Kusakabe, bon ça va, donc Takumi Ino, pareil, il est out mais il est pas mort. C'est vrai, pauvre Toji. Donc Inu est bien sauvé, ça c'est important, c'est cool parce que comme je disais tout à l'heure, j'adore le perso et je pense qu'il y a des trucs intéressants à faire. Les autres le rattrapent avant qu'il tombe. Oui, et Mei Mei, ils sont out parce que donc on les voit, ils sont partis à Singapour, non à Kuala Lumpur, pardon, juste après les événements. On la voit téléphoner, donc on voit qu'ils sont en mode, ils sont à l'autre bout du, pardon. Hop, ils sont à l'autre bout du, ils sont dans un autre pays, donc ils sont plus là. Nobara, alors là coup dur. Nobara est presque morte, hein, on nous le dit. On sait que Nita, ici présent, l'a sauvée, qu'elle est dans un état stable, mais on sait aussi qu'elle est quasiment aux portes de la mort, quoi. Mais bon, franchement, elle va mourir. Enfin là, ça serait juste scandaleux si elle meurt. Moi, je pense qu'on va la revoir avec un œil en moins. On voit bien sur l'image incroyable où son œil saute. On voit que son visage est à moitié détruit, et avec un personnage qui aime autant à la base son physique et qui fait autant attention à elle. Mais évidemment, on a envie de la voir avec une grosse balafre. Un gros truc, ça va être stylé, elle va péter un câble à mon avis, elle aura peut-être la moitié du visage explosé. C'est triste pour elle parce que voilà, mais je pense que ça va participer de ouf au développement du personnage. Megumi est out, alors là plus que out, hein, il est presque mort, mais on sait Sukuna l'a sauvé en vainquant Makora et en le soignant. Il le soigne avec son pouvoir. Inumaki, alors là, il est plus que out puisqu'on l'apprend, il a perdu un bras, on l'apprend de la bouche de Yuta. Il a perdu un bras pendant le déferlement d'attaque de Sukuna. Donc on rappelle, Sukuna sort son extension de territoire, il nous explique que contrairement à toutes les autres extensions, lui il est différent, il amène vraiment son territoire dans la zone, et dans une zone de X mètres, je sais plus, il y a plusieurs centaines de mètres, toutes les choses vivantes subissent ces deux sorts à l'infini. Et donc tout est découpé, et là je vous avais mis, alors attendez, je vous mets juste cette image là. Hop, on a cette scène-là, parce que moi je me dis tiens mais attendez, on voit pas du tout Inumaki perdre son bras. Oui voilà, 200 mètres effectivement. Ici on a cette scène-là où ces deux jeunes filles expliquent qu'elles n'ont pas de réseau, et juste au moment où Sukuna va faire son attaque, elles ont j'ai pas de réseau et toi, et elle dit t'as bien vu le mec avec le mégaphone, donc on comprend donc que Inumaki n'était pas très loin à ce moment-là, et elles se font exploser par le sort de Sukuna. Donc on imagine qu'Inumaki venait de passer avec son mégaphone pour tuer des petits monstres qui étaient dans le coin, et du coup il s'est fait prendre, alors c'est un chaman très puissant donc il a dû pouvoir se protéger un minimum, mais il a perdu un bras. Et ça, on l'apprend de la bouche de Yuta, et c'est pour ça que Yuta pète un câble. Mais pour tous ceux qui se demandaient à quel moment il a perdu son bras, je pense que c'est... Donc il est out, Itadori, il est out bien sûr parce qu'il en peut plus, mais je veux dire il est bien là, Kusakabe aussi, Panda étonnamment plutôt en forme. Alors, Ijichi, on s'en fout un peu en termes de puissance, mais c'est quand même un personnage qu'on voit depuis le début. Comment faire pour dézipper sa cagoule avec un seul bras? Je pense que c'est une vraie question. En vrai, c'est une vraie question. J'ai hâte de voir ça en tout cas en animé pour voir comment il le fera. Donc Ijichi qui a l'air d'être mort, hein. En tout cas moi pour moi il est plus que, j'ai mis les deux mais pour moi il est mort puisque quand même il s'est fait défoncer, et d'ailleurs les chamans, les exorcistes étaient pas contents. Bon,
mort ou KO, là ça changera pas tout. Nita, elle se barre, à un moment on la voit bien, c'est quand bon, on s'en fout aussi, mais elle se barre, elle est en vie. Maki est plutôt out, hein, on va pas voir Maki mourir, mais elle a bien subi pendant le combat. Naobito, je serais pas étonné qu'il meure lui aussi, il a quand même perdu un bras, et on sait pas trop un peu ce qui s'est passé, mais bon, voilà, mort ou out, on sait pas trop, en tout cas il a déjà perdu un bras, donc on sait pas s'il va pouvoir... La dernière image qu'on voit de lui, c'est que il peut plus utiliser son pouvoir comme avant. Parce qu'il était trop fort, mais avec un seul bras, maintenant il peut plus faire son pouvoir comme il faut. Donc comme Inumaki, ouais c'est vrai. C'est vrai que beaucoup de gens ont perdu un bras dans cet arc. Donc Naobito, out, ou en tout cas mort, mais comme c'est un chef de famille et qu'il est plus puissant comme il était avant, à mon avis il y aura un nouveau chef de famille parce qu'il peut plus combattre comme maintenant. Donc, je pense pas qu'il soit mort en vrai, je vais plutôt dire qu'il est out, mais il va être out de la vie, mon avis, politique du Jujutsu parce qu'il est plus assez puissant pour diriger la famille. Pardon. Todo bien sûr est out aussi dans le sens où il a perdu son bras, j'ai complètement oublié de mettre la croix, hein, bien sûr, il a perdu son bras, et la dernière planche qu'on voit de lui aussi, c'est que son sort est mort. Il essaie de claquer cette scène trop stylée où donc avec son moignon il tape, mais donc le sort ne marche pas, mais sauf que du coup Mahito croit que ça va marcher, donc il se retourne et il tape dans le vide, mais du coup Itadori en fait ne s'est pas téléporté, donc scène assez stylée, donc son sort est mort. Et par contre c'est la scène très stylée où il tape dans la main de Mahito et que le sort marche quand même quand il tape la main des autres. Enfin bon, assez sympa ce passage. En tout cas Todo, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ce personnage qu'on adore. En tout cas il est plus que out, bien sûr. Et donc Yuki, elle a survécu, et Okotsu aussi. J'avais mis ici quand même un petit point sur l'affrontement final, enfin ce qui se passait. Voilà, pour les combats, bon ça on a vu. Donc finalement, pour vous redire une idée de la force de Ulaume, quand même, quand je la mettais dans les grands méchants, c'est qu'on rappelle qu'à ce moment, elle combat quand même avec son sort de glace là, donc sort de glace qui, quand il est évoqué, c'est pas très clair, mais dans le japonais, on dirait presque qu'ils le disent, elle utilise un sort de glace comme si c'était quelque chose que d'autres chamans pouvaient faire. Comme si c'était de transformer son énergie maudite en glace, c'était pas si rare que ça. Par contre, ce qui est rare, c'est à quel point elle le fait. Les gens sont peut-être capables de créer des glaçons. Elle fait ce que vous avez vu. Donc, à voir si c'est un sort unique ou si c'est juste qu'elle le maîtrise à fond. En tout cas, elle affronte quand même Choso qui donc a changé de camp avec Itadori, et en même temps en découvrant Kamo Noritoshi en face de lui. Et Kusakabe, Todo, Panda et Itadori, tous en même temps. Donc elle pèse vraiment. En plus, elle s'affronte aussi contre Yuki qui a débarqué. Donc un sacré numéro. Yuki qui donc l'affrontement dure pas longtemps puisque finalement Geto va s'en aller, mais il y avait bien l'affrontement avec Yuki, Tsukuno. Et donc là, ce qui se passe, c'est la dernière chose. On arrive à la fin. Ça sera la dernière planche juste après. C'était pour savoir un peu ce qui s'est passé avec Geto qui a absorbé, avec Geto qui a absorbé peut-être qu'elle maîtrise. Oui, peut-être, oui. Peut-être qu'elle maîtrise des éléments, mais justement, c'était pas précisé comme ça. Je précise aussi que dans son prénom, Ume, c'est la prune. Alors, je sais plus les kanji exactement, mais non, c'était pas elle, c'est Utaime, pardon, la princesse des chansons. C'est pour ça que je confonds tout le temps les deux. Peut-être qu'elle maîtrise la glace, mais en tout cas, justement, j'ai l'impression que dans la traduction, c'est pas un sort unique. En tout cas, voilà, j'ai simplifié, hein, bien sûr. Donc, la dernière chose importante à retenir, c'est ce que fait l'imposteur de Geto quand il utilise le pouvoir de Mahito récemment absorbé. Il va taper le sol et il se passe quelque chose. Ah, là j'ai oublié de mettre mon petit fond, vous allez rien y voir. Non seulement il tape le sol, et donc Yuki comprend que la barrière de Tengen a été touchée, donc on sait pas exactement ce qu'il a fait, donc on imagine qu'il l'a soit éclaté, soit modifié. En tout cas, il a donc la barrière de Tengen, je rappelle, qui protège certains lieux importants, mais également sûrement plus ou moins tout le Japon, dans une moindre mesure. Donc ça saute, et il va, comme il le dit lui-même, réactiver. Alors là, c'est le moins clair. Il va réactiver des gens qu'il avait maudits il y a longtemps. Donc on pense tout de suite à la sœur de Megumi, puisqu'on la voit littéralement. Non, ça c'est après. Pardon, je vais vérifier. Je crois que c'était écrit en mieux. Non, ça c'est pour après. Non, j'ai que ça. Pardon. Voilà, donc il a maudit plusieurs personnes. Il parle de milliers de personnes qu'il aurait maudit, ou en tout cas piégé, et qu'il vient de réactiver avec son sort. Donc c'est certaines personnes qui ont été mises en contact, donc il a piégé en leur donnant des objets maudits,
ou alors des personnes avec qui il a créé des restrictions qu'on a vues auparavant et des contrats. Donc il les a tous réactivés et il dit que ces personnes vont donc soit c'est des personnes qui au contact d'un objet maudit ont obtenu des pouvoirs, soit des personnes comme Junpei qui avaient, alors c'est dit comme ça et c'est pas très clair, mais qui avaient dans leur cerveau, qui avaient en eux de quoi avoir des pouvoirs, mais leur cerveau ne leur permettait pas d'utiliser ces pouvoirs. C'est un peu expliqué comme ça. Et donc lui, il a modifié le cerveau de ces gens pour qu'ils puissent utiliser les pouvoirs, donc comme ça avait été le cas avec Junpei. Et maintenant, on va avoir donc 1000 personnes qui vont découvrir qu'ils ont des pouvoirs. Et lui, il dit qu'ils vont ils vont s'entretuer dans la découverte de leurs pouvoirs. Donc là, j'ai hâte d'en savoir plus, parce que c'est quand même pas très clair. Donc il a maudit des personnes pendant plusieurs années. Il explique aussi que il l'a fait avec dans ses autres vies, enfin dans ses autres corps, puisqu'il explique que ces restrictions aujourd'hui ne marchent plus, les restrictions sont liées à un corps. Donc il dit, maintenant que j'ai ce corps-là, toutes les restrictions que j'ai passées avec mon autre corps ne sont plus valables, mais ça marche quand même pour celles qu'il a fait avec le corps de Geto. Donc plein de choses à savoir, comment ça marche, tout ça, ça en en saura plus tard. En tout cas, il faut s'attendre à ce que, si vous voyez dans les prochains chapitres qu'on a des flashbacks, des points partout un peu dans le monde ou partout dans le Japon, de méchants qui s'éveillent, sachez que ce sera l'œuvre du faux Geto qui les a réveillés. Et donc on apprend que la sœur de Megumi en faisait partie, et qu'elle n'était donc pas du tout maudite par le petit esprit maudit du collège, mais bien par une puissante malédiction. Enfin, pourquoi je vous ai mis ça? Oui, donc ça c'était tout à l'heure leur débat donc sur l'importance comment ils voyaient le monde. Elle pense que abandonner le Jujutsu, du coup, c'est la meilleure chose. Donc, mais bon, c'était deux choses. Soit faire disparaître l'énergie maudite, ce qu'elle avait plutôt abandonné quand elle avait vu qu'il y avait que Toji qui avait marché. Et lui, il dit que ça passe plutôt par l'optimisation, donc d'améliorer plutôt les gens en chaman. Donc quand même, ça évolue un peu. Soit lui, il veut tuer tous les non-chamans, soit il veut transformer les gens en chamans, et elle veut plutôt faire disparaître l'énergie maudite. Donc là, ça change un peu de ce qu'on savait jusqu'à maintenant, dans cette planche qui était donc très 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 difficile à traduire. Même moi, après, quand je l'ai regardé en japonais, c'est vrai que c'est dur à savoir, ce qu'ils disent, parce que je pense que l'auteur veut pas qu'on en comprenne trop non plus. Mais disons que Yuki aurait plutôt opté finalement pour l'option d'essayer de faire disparaître l'énergie maudite, alors que Geto aurait plutôt opté pour l'option transformer des gens en exorcistes, ou en tout cas les siens, et puis tuer le maximum de non-chamans, de non-exorcistes. Donc c'est quand même le plus compliqué, et on va en savoir plus très bientôt. Là j'avais mis juste, donc ça je vous l'ai montré. L'avant-dernière page, c'est du coup le chapitre 137. Chapitre 137 incroyable, où on voit ce flash. Alors voilà. Ricardo, oui, je finis, c'est exactement sur quoi je voulais finir pour ce point. Pour moi, c'était bien sûr Mahito qui avait modifié le cerveau de Junpei pour lui permettre d'utiliser les pouvoirs. Et là, Geto a l'air de dire que finalement, ce serait peut-être lui qui a intervenu, ou en tout cas, il dit que c'est lui qui l'a fait, mais peut-être qu'il l'avait fait par l'intervalle de Mahito. Donc pour moi, c'est bien sûr Mahito c'est grâce au pouvoir de Mahito qui peut faire ça. Mais c'est pas clair, hein, c'est franchement pas clair. Donc Junpei, c'est un peu un mystère, et je me demande encore une fois si, je rappelle, c'est tout ce qui vient du début du manga. Le mangaka au début, il se posait peut-être pas toutes ces questions-là. Mais pour moi, c'est Mahito qui l'aurait modifié le cerveau pour qu'il puisse utiliser ses sorts. Chapitre 137 incroyable, où on voit donc ces planches donc du Japon. Donc pour moi, j'avais pas pris du tout la mesure du truc, mais en fait, on voit vraiment le trou. Donc Tokyo a disparu. Hein. Tokyo est détruit, les 23 arrondissements, donc c'est comme les 20 arrondissements de Paris, là-bas il y en a 23, c'est beaucoup plus gros bien sûr, simplement quelques extrémités qui ont survécu de certains arrondissements, et la banlieue. Donc retenez bien que Tokyo est détruit, hein. Donc, que ce soit par la météorite de Jogo ou par l'extension de territoire. Donc bon, l'extension de territoire c'est que 200 mètres, vous me direz, mais la météorite de Jogo, peut-être même qu'il y a eu d'autres choses entre temps, on ne sait pas, mais les 23 arrondissements sont détruits. Et seules quelques extrémités et des zones protégées par la barrière de Tengen, donc vraiment très protégées, ont pu survivre. Donc on voit ces gens qui parlent de l'avenir du Japon finalement, et c'est là que ça va être incroyable, parce que je trouve que c'est un gros pari du mangaka, parce que là il va décider, en gros aujourd'hui là, le manga était dans un monde où on sait qu'on est dans la vie du quotidien, plutôt comme dans on n'est pas dans Naruto, quoi. On n'est pas dans un monde fictif avec un village des ninjas et tout. Non, on est vraiment dans notre monde à nous. C'est précisé, on est en 2018, 2019 après. Ça, on est là. Et
Mais voilà, en gros, on vit dans un monde un peu plutôt. Alors Tokyo Ghoul, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce qu'il y a des interactions, mais un peu comme dans Bleach. Dans Bleach aussi, c'est le vrai monde, mais bon, voilà, il y a des méchants, il se passe des choses, il y a certains humains qui voient des monstres, mais bon, sans plus. Là, il nous fait vraiment rentrer dans, ok, les instances politiques japonaises sont au courant. Et il parle du monde, des autres pays, presque l'ONU. Enfin, là, c'est super. Moi, je trouve que c'est hyper cool de faire ça. Par contre, je crains qu'il prenne un gros pari et que ça soit compliqué. Vous voyez, typiquement, il explique que au Japon, il y a plus d'esprits maudits. On sait pas trop spécialement encore pourquoi, mais voilà, c'est comme ça, c'est au Japon que ça se passe, mais il dit pas qu'il y en a pas ailleurs. Et surtout, il parle le côté militaire. Il dit, mais les pays étrangers vont vouloir s'approprier les esprits maudits pour les utiliser, vont vouloir découvrir aussi ça comme si c'était une nouvelle ressource militaire ou scientifique découverte. Donc c'est l'énergie maudite, on parle, hein. Donc c'est quand même hyper intéressant de tout ce dialogue. On voit pas les gens qui parlent, mais on imagine que c'est des chamans exorcistes importants. Et donc là, ça va complètement donner une autre ampleur au manga, puisque voilà, c'est ça. Pour moi, c'est non seulement un manga long, ce qui de toute façon, voilà, vu comme il marche et vu comme il est en train d'exploser, ils veulent et que One Piece est plutôt sur la fin et que les autres trucs qui marchent énormément sont pas forcément des mangas très longs. Peut-être que là aussi les éditeurs le poussent à faire un manga long. Alors je sais pas comment ça va se passer. En tout cas, là, s'il commence à nous parler, enfin, dans ce chapitre, il nous parle des pays étrangers, des instances politiques, de vraiment beaucoup de choses. Donc, je serais pas surpris que le manga change de ton et que ça prenne une autre ampleur. Par contre, je trouve que c'est un pari osé pour que l'univers tienne la route. Parce qu'à partir du moment où on dit que ok, tout le monde est au courant, qu'il y a des pouvoirs qui arrivent d'un coup, c'est plus la même chose. On voit donc enfin Okotsuta débarquer, et là on voit qu'il est envoyé donc par les anciens qui dirigent le monde du Jujutsu. On voit donc qu'il l'aime pas, je l'ai dit tout à l'heure. Sûrement, j'ai mis en parenthèse, pourquoi est-ce qu'il l'aime pas? Parce que on peut imaginer que c'est par l'origine de son pouvoir quand il avait Rika, ou alors parce que c'est un descendant du mec trop fort. Voilà, on sait pas encore pourquoi, mais on sait en tout cas que les anciens ne l'aiment pas. Et enfin, bien sûr, le plot twist numéro 2, pour ceux qui avaient lu le tome 0, on apprend qu'il a récupéré Rika. Ou alors, ça serait drôle aussi, qu'en fait c'est pas du tout Rika, c'est un autre esprit maudit, un autre fléau, et qu'il l'a appelé Rika par souvenir, tu vois, quelque chose comme ça. Ou alors que ce soit Rika qui revienne sous une autre forme. Je vous rappelle que dans le tome 0, Rika disparaît, la malédiction est levée. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça peut être? Vu comment ça s'est passé, je sais pas, enfin le tome 0 c'est quand même un tome canon quoi, enfin il fait partie de l'histoire, donc il peut pas juste comme ça dire non en fait le tome 0 a pas existé, il l'a jamais enlevé, mais ça reste quand même une possibilité, en mode non finalement il a vu que peut-être qu'il voulait juste faire un petit flashback comme ça sur Yuta, en se disant tiens le tome 0 je le mets de côté, finalement il a vu que les gens adoraient, que le concept était cool, donc il va peut-être dire ça m'étonnerait qu'il fasse comme si le tome 0 avait pas existé. Moi je pense que ça peut être des résidus de l'énergie maudite de Rika, si tu veux le dire comme ça, soit des restes de Rika, soit une autre forme tout simplement. Oui, de toute façon, moi je pense que le pouvoir de Okotsu, c'est qu'il peut maudire d'autres gens. De toute façon, on l'a vu, il l'a maudit quand il était enfant, par erreur, Rika. Mais parce qu'il est descendant d'un chaman exorciste trop fort, je pense que son pouvoir, c'est justement de maudire des gens, peut-être de maudire des gens qui viennent de mourir ou sur le point de mourir, ou je sais pas comment ça marche, et du coup lui il crée des esprits maudits, et je pense que c'est aussi pour ça, quand je disais que l'origine de son pouvoir, c'est pour ça que les gens le détestent, c'est qu'à mon avis, ça serait pas étonnant que son pouvoir c'est littéralement de créer des esprits maudits puissants, donc forcément pour les exorcistes c'est un problème, mais du coup comme il les maîtrise, lui il les contrôle, ça passe, mais voilà, on peut imaginer que ce soit lui qui les crée, et que du coup quand il dit Rika, parce que quand même on la voit pas, c'est quand même étonnant que moi ce qui m'étonne dans ce chapitre 137, c'est que à aucun moment on voit Rika, il lui parle, il aurait pu mettre une ombre, on voit une ombre, oui, mais il aurait pu vraiment la dessiner comme nous on la connaît, et c'est pas le cas. Alors qu'il aurait pu, donc peut-être que c'est volontaire parce que ce n'est plus la Rika qu'on connaît, ou alors peut-être qu'il a simplement, depuis, quand il est parti à l'étranger, on sait que depuis tout le manga, là, il était à l'étranger, peut-être qu'il était parti chercher un moyen de la ramener, tout simplement. Donc, soit c'est bien la Rika qu'on connaît sous une nouvelle forme, soit c'est un autre esprit maudit qu'il a appelé Rika, soit c'est tout simplement la Rika qu'il a récupérée et maintenant elle est là. Donc on apprend, ça j'ai déjà dit, que Inumaki a perdu un bras et que Yuta était très proche de Itadori, on l'avait vu dans les prochains.
On dirait que Yuta est devenu fou. Bah ouais, c'est vrai que en même temps on le connaît pas. Hein. Nous on l'a vu, la seule fois qu'on l'a vu c'est dans le tome 0. Il était tout gentil, il venait découvrir ses pouvoirs. Il était tout gentil en mode ok, je suis un chaman maintenant, un exorciste et je vais mener ma petite vie. Après on sait pas ce qui s'est passé pendant tout ce temps. C'est pour ça que j'imaginais facilement aussi une ellipse, non pas du coup un flashback sur un peu ce qu'a fait Okotsu Yuta pendant tout ce temps. Peut-être qu'il a vu des choses choquantes. Ou qu'il a vécu des choses qui l'ont traumatisé. En tout cas là, on voit surtout qu'il est fou de rage parce que Tokyo est dévasté, mais aussi parce que Inumaki a perdu un bras et il veut donc se venger en tuant Itadori. Et du coup, on a cette situation incroyable, donc du Japon dévasté, de tout ça, tout va changer. Mais voilà, c'est vrai, tout le monde aime Yuta, mais on sait rien. Nous, tout ce qu'on connaît de Yuta dans le tome 0, c'est que il était naïf, quoi. Depuis, il a peut-être pris la grosse tête, il est peut-être devenu insupportable, il s'est peut-être fait corrompre par je sais pas quoi, on ne sait rien. Et oui, effectivement, merci beaucoup Kurosaki. Effectivement, je l'ai pas remis, mais pendant mes recherches, on a eu cette planche incroyable, je crois que c'est pendant le tournoi de Tokyo contre Kyoto, on a juste une planche comme ça, sortie de nulle part, où on voit Yuta et Miguel, tous les deux, avec leur baluchon sur le dos, et donc on sait que Yuta à ce moment-là est à l'étranger, donc on imagine que Miguel est avec lui, à l'étranger, enfin on les voit tous les deux en train d'avancer, sans explication, sans rien, en début de chapitre, et merci de l'avoir précisé, j'ai complètement oublié de le mettre dans le PowerPoint, et dans l'opening aussi, oui, d'accord, j'avais oublié dans l'opening, et donc on n'a pas d'infos, on sait juste qu'ils étaient ensemble, Miguel, pour ceux qui ont suivi, bien sûr, c'est ce monsieur-là, Miguel, le copain du groupe de Geto Suguru. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fout avec eux? Est-ce que finalement il a trop fréquenté fricoté avec le groupe de Suguru et finalement il est plutôt d'accord pour donner un nouveau rôle aux exorcistes et bon, allez justement dans le tome 0 on voit qu'il est contre ça, il est pas d'accord avec Suguru, donc ça m'étonnerait. Est-ce que ce groupe de Suguru finalement on les croit méchants parce que ils veulent détruire quand même, ils veulent tuer les humains ou en tout cas faire régner les exorcistes, mais en fait ils ont changé depuis? On sait peu de choses, en tout cas on sait juste que Yuta a traîné avec Miguel pendant un moment à l'étranger. Donc moi j'aimerais beaucoup bien sûr un petit flashback pour savoir tout ce qui s'est passé. Et donc le Japon est dévasté, je reprends, et on a cette situation finale où on nous explique donc tout ce qui s'est passé à la fin de ça. Et donc les anciens du monde du Jutsu interdisent à quiconque d'essayer de sauver Gojo Satoru de l'emprise de Goku Monkyo, la porte entre les mondes. Il est scellé et c'est très bien comme ça, bien sûr eux ça les arrange puisque c'était une épine dans le pied depuis le début. Itadori, on n'oublie pas, j'ai écrit remise à prix de la tête Itadori, mais il était déjà, on n'oublie pas qu'il était en sursis. Itadori, sa mission, il avait été épargné dans le seul but de pouvoir récupérer tous les doigts de Sukuna et qu'on le tue à ce moment-là. Donc là, c'est fini. Maintenant, on le rechasse, recherché mort ou vif, mort surtout. Geto Suguru a été confirmé comme réapparu, donc là, et on le remet à mort, du coup, parce qu'il a déjà été condamné à mort et tué. Là, on le retue. Et là, je trouve que c'est intéressant, ce passage, parce que c'est vraiment écrit... La réapparition de Geto Suguru a été confirmée, il est de nouveau remis à mort. Et du coup, les anciens, soit ne savent pas, soit ne veulent pas dire publiquement que ce n'est pas Geto Suguru, mais quelque chose qu'il possède. Et là, je trouve que c'est vachement intéressant, parce que ça peut laisser entendre deux choses. Soit, que les anciens, du coup, ils sont un peu à la ramasse et qu'ils savent pas tout ce qui se passe finalement. Soit deux, ce que je pense, bien sûr, c'est que il y a, chez les anciens, et ça on le sait depuis le début, chez les anciens, en tout cas très haut placé dans le monde, il y a un traître. Mekamaru l'avait annoncé, il y a un traître haut placé, et qui du coup, ça serait peut-être c'est un des mecs les plus hauts, et donc qui cache la vérité, qui cache que donc, qui est dans le corps de Geto, et donc, en tout cas, dans le rapport qui dit Geto Suguru est réapparu, il n'est pas du tout dit que ce n'est pas lui et qu'il est possédé. Donc je pense que c'est volontaire des méchants, des anciens, qui veulent pas que ça se sache. Ils veulent faire croire que c'est seulement lui. Et étonnamment, alors ça c'est le pauvre, sorti nulle part, peine de mort également pour le principal Yaga, qui est accusé. Ah oui, en gros j'ai pas dit pourquoi aussi on interdit de sauver Gojo, mais c'est qu'en gros voilà, ils sont Gojo Satoru est jugé comme responsable des événements. Responsable des événements, donc la destruction de Tokyo et tout, il est porté responsable. Pareil pour Yaga, du coup, qui est donc le chef supérieur en gros de Gojo, et donc c'est un peu comme ça aussi. Voilà, c'est donc sa responsabilité à lui. Et donc il est sanctionné, peine de mort pour Yaga également. Donc ça, on l'avait pas vu venir. Et donc les anciens profitent du grabuge pour faire sauter les gêneurs. Donc en gros soit
ils maîtrisent pas la situation. Tokyo est dévasté. En gros, c'est vraiment en mode, bah, putain, ils maîtrisaient pas du tout la situation et donc, bah, ils remettent la faute sur Gojo, Yaga et Itadori. Soit, en fait, merci beaucoup pour le follow, Folkman. Soit, en fait, c'est pas du tout ça. C'est simplement que, encore une fois, c'est un plan depuis le début. Le Fogeto a un allié dans les hauts placés du monde du Jutsu depuis le début. Et peut-être que bah, l'échange, c'était ok, je te laisse faire un peu, je te laisse détruire un peu enfin faire ta vie, mais en échange, toi, tu me débarrasses de Gojo, de Yaga et compagnie. La rediff, je la mettrai sur YouTube. J'avais enlevé, j'ai expliqué pourquoi j'ai enlevé, j'ai pas mis je mettrai pas sur Twitch. Faudra que je fasse du montage pour enlever certains points un peu limite en termes de droit et tout. Mais je mettrai sur YouTube. Voilà, et donc soit c'est un plan depuis le début de l'ancien prêtre qui lui a quelque chose à gagner de ce bordel, qui est donc bah, la disparition de Gojo, de Yaga, de Itadori et de tout ça. Donc ça serait pas impossible du tout. On lui reproche peut-être de pas avoir tué Geto. Oui aussi, peut-être oui. Oui bien sûr. Comme mais si, parce que justement, oui d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ok. Bah, il y a plein de choses. On en saura plus à mon avis dès le prochain chapitre. Je pense que là on va avoir quand même des infos sur ce qui se passe. En tout cas, je serais vraiment pas étonné que finalement les anciens savaient très bien ce qui allait se passer, ou en tout cas un savait très bien ce qui se passait à Shibuya. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu plus d'interventions? Il aurait dû y avoir beaucoup plus d'exorcistes. Quand on pense à la situation et à l'importance de l'arc de Shibuya, il y a quoi, on a dit, allez, on est là, il y a 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, allez, on va dire une vingtaine, allez, on voit large, on a une vingtaine d'exorcistes présents. Alors on sait qu'il n'y en a pas non plus 50 000 en exercice, mais il y a quand même pas tout le monde qui est là. C'est peut-être aussi, c'était peut-être le but de... Hop, pardon, est-ce qu'on n'a pas perdu le... Non, c'est bon, c'était peut-être aussi c'était peut-être voulu. Toutes les forces n'ont pas été envoyées à ce moment-là. Pourquoi est-ce que toute l'équipe de Kyoto arrive en retard? Voilà, moi je serais pas étonné que ce soit en fait un gros micmac et qu'il y ait un allié haut placé qui avait donné son accord. En gros, peut-être qu'il s'attendait pas à ce que Tokyo soit détruite entièrement, mais que il a laissé faire et en échange, lui ça l'arrangeait bien parce que Gojo disparaît. Et donc, ça nous amène à la toute dernière planche. Qu'est-ce qui va arriver demain ou là bientôt pour le prochain chapitre? Je rappelle que je sais qu'il y a des spoils qui sont apparus et que j'en parlerai pas. Donc, pour moi, je vous l'ai déjà dit, première possibilité, grosse ellipse, 6 mois, 1 an, qu'à quelques mois, qui arriverait soit directement là dans le premier chapitre, soit dans 3 ou 4 chapitres, où on découvre donc l'état du nouveau monde, hein, comme il est, donc avec ce fameux Tokyo qui a disparu, le Japon, du coup, bah forcément en PLS, peut-être les États-Unis, là, on voit, il parle du Moyen-Orient aussi dans le chapitre 136. Voilà, pourquoi le Moyen-Orient, je sais pas. Donc intéressant de voir s'il y aura une ellipse. Ou alors, comme je disais, peut-être un petit flashback, que ce soit sur Geto, bon pourquoi pas. L'enfance d'Itadori, ça serait grave cool. Alors on n'aura pas l'enfance d'Itadori comme ça en flashback, mais juste des petites infos. J'ai oublié de le noter, mais ça pourrait être bien sûr, ou le passé, l'année de Yuta à l'étranger. Il pourrait y avoir tellement de choses, on pourrait avoir un petit flashback... Ouais, voilà. Bon, moi, je regarde pas les spoils. C'est que d'accord, la version coréenne est sortie. Moi, j'aime pas avoir juste les images. Après, on peut croire des choses. Donc, je regarde pas. L'année de Yuta à l'étranger, c'est grave cool. On pourrait imaginer vraiment beaucoup de choses, hein, des petits flashbacks. Je parle pas d'un arc entier à la Shibuya, mais je pense que c'est le bon moment de nous mettre un petit flashback pour en apprendre plus sur certaines choses. Ou alors, voilà, troisième possibilité, pas du tout. Ni l'un ni l'autre. Alors là, le flashback ou l'ellipse, je dis pas que ce sera le chapitre 138, mais disons d'ici le chapitre 145. Ou alors pas du tout. Ça va attaquer direct quelques heures ou quelques jours après la destruction de Tokyo. Et puis on va voir comment ça se passe, parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Bon, c'est pas le but du live, mais bah voilà, qu'est-ce qui peut se passer? C'est sûr que si on prend la situation entre tous les gens qui sont morts, mais surtout faut pas oublier que Itadori est condamné à mort, donc il va pas pouvoir rentrer au lycée, ça c'est sûr, parce qu'il n'y a plus la protection de Gojo ni la protection de Yaga. Ah oui, bah oui, on va peut-être. Cassis nous dit ça va repartir ça va être l'arc de la mise à mort d'Uji, donc on va être centré sur lui, forcément, mais ça n'empêche pas de caler un petit flashback ou un petit truc entre temps.
Du coup, voilà, il a plus de protection nulle part, Itadori, donc voilà, on va pas là, le manga va changer. Hein, je veux dire, on sera plus du tout au lycée, il y aura plus de missions, il y aura plus de trucs, ça va être la survie, en tout cas pour un certain temps, et peut-être du coup la découverte du traître chez les puissants pour rétablir un peu l'ordre et tout ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il lui reste pas 15 000 alliés. Hein. Si on considère que même les chamans, même ceux qui sont proches de lui, qui sont sympas, genre Mei Mei, Ino et tout ça, des chamans qui sont pas liés au lycée mais qui l'appréciaient, bah maintenant l'ordre est de le tuer, donc ils vont peut-être pas pouvoir non plus l'aider facilement. Kusakabe par exemple, lui on avait dit qu'il était plutôt pour la mort de Yuji, hein, il le dit directement. Les méchants, bah il va pas s'allier. Alors du coup moi il reste deux possibilités, hein, c'est simple, c'est soit d'autres chamans qui vont trahir, quitter le système et donc devenir hors la loi pour aider Itadori. Pensez à Megumi, à Nobara, à Todo, Maki et compagnie, donc tout le monde en mode le monde change quoi. Ils quittent l'école, ils quittent tout et ils vivent tous en hors la loi et à l'extérieur pour sauver Itadori. Soit on pourrait imaginer que Itadori dans cette situation, bah, qui c'est qui peut l'aider? Et ben ici on aurait Yuki, Lalu, Miguel et compagnie, donc les copains de Suguru. Mais bon, on a vu que Miguel était proche de Yuta, donc c'est un peu un problème puisque c'est Yuta qui est chargé de tuer Itadori. Et donc la seule alliée le plus proche qui lui reste, donc sauf si on imagine que tous les autres sacrifient leur vie pour l'aider, bah c'est Choso. Incroyable, les deux copains. Choso qui est donc suite au pouvoir, l'effet inconnu qui lui est arrivé, donc on a évoqué tout à l'heure, veut défendre Itadori. Choso lui, bah, il a perdu tous ses compères, même déjà que c'était pas non plus ses gros potes, hein, on sentait qu'ils collaboraient mais qu'ils n'étaient pas les meilleurs potes. Eux ils sont plus là. On a compris aussi qu'il était contre du coup ce point d'interrogation là, parce que lui il explique que sa mère a été manipulée par déjà cette entité là. On rentre pas dans les détails, mais voilà. Et du coup, bah, et surtout Choso, je veux dire, il était trop développé. Moi, j'étais étonné de voir qu'on passait autant de temps sur ce mec. Je me suis dit, ok, bon, bah, il nous présente ses pouvoirs, il nous dit qu'il est trop fort pour qu'en fait, il soit vaincu. Et en fait, il est toujours pas vaincu, donc c'est qu'il va être important quelque part. Et du coup, c'est pour ça que je m'étais permis d'aller très loin dans la théorie, en imaginant la possibilité qu'il y a un lien plus poussé entre Itadori, Todo et tout, avec qui soient des embryons maudits ou des choses comme ça, parce que bah, Choso va avoir de l'importance, je pense. Et entre le développement, le temps qu'on a passé dessus et le fait qu'il ait survécu à cet arc, et bah du coup voilà, moi je pense qu'on va retrouver à un moment les deux compères tous les deux. Je sais pas dans quelle situation, d'ailleurs là je vois pas du tout où l'histoire nous emmène. Est-ce qu'ils vont être en fuite tout simplement et que voilà, ils vont peut-être, je les imagine en fuite tous les deux, peut-être avec d'autres chamans sympas, d'autres exorcistes du lycée qui vont donc décider de les aider un peu, se planquer, et après quoi? Chercher le traître, peut-être chercher à libérer Gojo, première chose, chercher à manger, donc bon les morts, bon ça voilà, partir à la recherche à la poursuite des grands méchants. Ok, pareil, comment il va vivre sa relation avec Sukuna du coup, parce que maintenant que Sukuna a pris le contrôle et a tout détruit, je pense que Itadori va être vachement plus sur la défensive par rapport à Sukuna. Donc vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Dans tous les cas, j'ai bien noté là, un gros changement d'ambiance, je pense qu'il s'annonce là, alors peut-être pas être berserk non plus, mais je m'attends vraiment à un changement d'ambiance avec Itadori donc plus ou moins seul, disons avec Choso au mieux, beaucoup de morts, peut-être des nouveaux qu'on apprendra, j'ai hâte de savoir un peu ce qui est arrivé à certains personnages, et l'organisation du monde qui va changer, peut-être que les puissants du Jujutsu, les anciens vont prendre le contrôle du Japon, pour imaginer que c'était le plan depuis le début en fait, que les anciens qui dirigent le monde et qui voulaient changer tout ça, qu'ils vont peut-être contrôler le premier ministre japonais ou j'en sais rien, voilà, en tout cas que l'histoire fusionne vraiment avec l'histoire du Japon, ça serait grave stylé. En tout cas, beaucoup de choses, beaucoup d'attentes, et j'espère que normalement c'est pour bientôt, on aura l'info très bientôt. Et ça nous amène à la fin du stream incroyable après 2h42. Je pensais pas du tout que ça durait autant de temps. J'ai pas pu échanger autant que je voulais avec avec le chat, mais bon, c'est pas facile. Petite question si vous en avez avant de terminer. La mort de Naobito est confirmée? Non, pas confirmée la mort de Naobito. Je précise que j'ai pas regardé trop les spoils. Donc pas de mort de Naobito confirmée. Juste que pour moi, j'ai considéré qu'il était mort politiquement en gros, puisque chef de famille Zenin, et ben il est chef parce qu'il est puissant, et dans la dernière planche on voit qu'il a perdu depuis qu'il a perdu son bras, il ne peut plus il est plus puissant, il peut plus utiliser son sort, donc à mon avis il va être viré. En tout cas ça sera plus le chef de la famille.
Je fais ma petite pub quand même avant de finir, hein, je l'ai dit au début, sachez que j'aimerais bien mettre en place comme ça un petit live, alors pas du tout un live de 3 heures comme aujourd'hui, mais j'aimerais faire des lives hebdomadaires, en mode review du chapitre de la semaine, mais comme c'est pas toujours, je trouve pas que c'est hyper intéressant de dire oh là vous avez vu, moi je vais pas vous faire de la réaction en mode c'est incroyable, alors je dis il y en a qui le font, c'est très bien, moi c'est pas du tout mon délire. Simplement de dire voilà ok là c'est intéressant, ah ouais je vais faire en live hein, parce que bon je mettrai certaines choses sur YouTube, simplement moi j'aime mieux Twitch, je trouve ça plus sympa, donc voilà, j'aurais lu le chapitre, imaginons je le lis avant et après on discute en mode ok bon là il s'est passé ça, moi je vais le lire en fait, ce qui peut être intéressant pour vous c'est que je vais essayer de les lire en japonais, donc du coup il y aura peut-être un décalage, ça sera peut-être pas parce que moi j'ai un pote qui depuis le Japon, donc on se raconte tout ça, donc voilà il y a le décalage quoi. Où on revient sur le manga de la semaine, le chapitre de la semaine, et où moi je peux vous apporter un truc sympa, puisque je l'aurais lu en japonais. Alors je vais pas m'amuser à dire ah non lui il a mal traduit quoi, hein, je vous le dis tout de suite, et je vous apporterai donc voilà dire ah ouais vous avez vu le chapitre de cette semaine, il y a ce pouvoir, par exemple cette attaque, c'est grave cool. Bah moi voilà je l'aurais en français, bah on peut pas faire, les traducteurs peuvent pas faire des notes de traduction de 10 pages, donc moi je pourrais vous dire un peu l'origine du truc et tout. Toujours le projet, et je pense que je le ferai en même temps, on peut imaginer 20 minutes de review. Oui, le lien pour les embryons maudits, je vais vous mettre ça. Là, après le review, on pourrait faire un petit... ouais, vous êtes les premiers, ça fait... Merci encore, d'ailleurs, je vous remercie encore d'être venus. Voilà, j'en perds mes mots du coup. Oui, voilà, après le review, imaginons 10, 15 minutes, je sais pas combien de temps ça peut prendre selon les chapitres, où on revoit le chapitre, moi je vous dis un peu le petit bonus japonais, de la langue japonaise, et après de faire un point, un petit focus sur un personnage, un concept, ou un truc du manga. Donc voilà, on pourrait dire voilà, aujourd'hui on va parler de Megumi, de son pouvoir et des inspirations du pouvoir, pourquoi Bancho, pourquoi machin. Enfin, ça serait vraiment cool de faire un truc comme ça. Moi j'aimerais beaucoup, ça me demande un peu de travail, donc après peut-être que ce sera que les 2 semaines, j'en sais rien, mais vraiment ça serait cool de faire ça. Kleenex, mon perso préféré, c'est une vraie question. C'est une vraie question intéressante. Déjà, j'adore le personnage principal, j'adore Itadori, c'est vraiment quelque chose qui est pas toujours courant dans les gros shonen, puisque j'adore One Piece, j'adore Naruto, mais je suis pas forcément le fan numéro 1 de Luffy et de Naruto. Alors que là vraiment Itadori il est vraiment cool, donc en termes de pouvoir j'aime beaucoup Megumi, j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur son pouvoir et tout. Inumaki est vraiment très cool aussi sur le concept, voir si on aura aussi autant d'histoires sur lui. Donc là comme ça j'ai pas de personnage, j'adore Nobara, je veux dire en termes de personnage féminin on va peut-être enfin avoir, alors je vais pas dire enfin parce que je lis pas du tout énormément de manga donc ça doit déjà exister, mais j'adore avoir un personnage féminin fort, c'est pas une Sakura, enfin, c'est l'opposé de Sakura, la fille elle est là, le caractère design est incroyable, l'histoire du personnage est incroyable, c'est un peu travaillé dès le début, moi je l'adore, enfin j'adore son tempérament, son pouvoir, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, elle claque, donc je pourrais presque dire Nobara franchement, tellement que ça fait plaisir d'avoir un personnage féminin fort et charismatique comme ça. Donc voilà, donc des reviews de temps en temps, enfin une fois par semaine, des focus sur les pouvoirs, sur plein de choses. J'ai vu plein de questions passer dans le chat, je récupérerai mon chat tout à l'heure, je suis désolé j'ai pas pu répondre à tout pour les faire. J'ai aussi reçu des questions Twitter, n'hésitez pas à m'envoyer des questions sur Twitter, j'ai mis un lien pour le Discord aussi, si vous voulez faire vivre un peu le Discord, j'ai fait exprès, j'ai créé un Discord sympa pour qu'on puisse échanger tous. Alors je sais qu'il y en existe déjà, au pire j'en rejoindrai d'autres, moi j'en ai un parce que comme je vous le disais au début de vidéo, ici on parlera de Jujutsu Kaisen, donc on pourra en parler sur le Discord aussi, mais je ferai d'autres choses, et notamment une fois par semaine j'ai créé un truc qui a rien à voir avec le manga, mais je le redis quand même pour que vous sachiez, on fera j'ai créé un jeu de type quiz, un jeu qui s'appelle On veut tous briller, que j'ai créé pendant le premier confinement pour jouer avec mes potes sur Discord. C'est moi qui crée les questions, c'est moi qui crée les règles, j'ai créé un petit environnement sympa, un petit truc cool, et du coup je joue avec pour l'instant des potes ou des connaissances. L'idée serait qu'après que certains viewers puissent participer, ça serait cool aussi. Et du coup on joue comme ça, moi je vous mets les points, enfin vous avez une petite présentation sympa, je pose les questions, c'est un truc de culture générale mais orienté jeux vidéo, manga, dessin animé, il y a aussi des questions d'histoire, de littérature, mais il n'y a pas que ça. Donc il y a un blind test, il y a des duels, on peut enlever des points à ses adversaires et tout. J'ai fait un premier test la semaine dernière, ça a bien marché, mais il faut encore que je bosse un peu le côté présentation, surtout en live. Mais voilà, si jamais vous recevez une notif que je suis en live, pour ceux qui m'ont follow, n'hésitez pas à me follow d'ailleurs si c'est pas déjà fait, ça m'aide beaucoup. Et ben après, vous passez, si vous voyez que c'est pas Jujutsu, restez un peu quand même. J'ai passé beaucoup de temps aussi à créer ce jeu. C'était pas du tout fait pour Twitch à la base, mais ça s'y prête bien. Et je pense que vous pourrez passer un bon moment.
Encore merci d'avoir été les premiers, peut-être que ça marchera un peu déjà, j'espérais qu'on soit 7-8, on était 15, un peu plus de 20 à un certain moment, donc c'est grave cool, ça fait plaisir, alors pourtant que le live était long. N'hésitez pas à partager sur Twitter et sur les réseaux pour que les gens connaissent la chaîne et qu'on puisse en parler, qu'on soit plus nombreux, plus on est de fous, plus on rit. Voilà, mettez des questions, envoyez-les moi sur Discord, dans le chat général, enfin, j'ai tout créé, c'est tout prêt, soit sur Twitter directement. Et tant mieux si ça vous a plu, en tout cas c'est gentil, je vois les messages. C'est vrai que c'était bien cool, c'était une nouveauté pour moi, mais c'était bien intéressant. Tant mieux si ça vous a plu. J'aimerais bien en faire plus souvent en tout cas, pas forcément le dimanche. On peut imaginer que ça serait après l'apparition du chapitre, donc le mardi ou le mercredi, un truc comme ça. Et voilà, sachez que en plus des reviews classiques, j'aimerais moi ajouter un petit peu la valeur langue du japonaise pour que ce soit intéressant pour vous. Merci beaucoup. Oui, mais oui, c'est ça. En fait, avant la présentation, la présentation était quand même acceptable, je pense, mais j'ai soigné le côté son et image. J'espère que c'était agréable. Un jour, peut-être, j'aurai un fond vert plus sympa où il y aura pas la petite pub du logiciel qui me permet de flouter mon écran. Ça vous évite de voir mon salon. Merci beaucoup, j'ai pris pas mal de temps, ça fait plaisir. Et surtout, n'hésitez pas, je disais, à partager peut-être ma vidéo quand je la mettrai sur YouTube, ma chaîne, ce genre de choses, pour que ça peut être cool. Si je peux atteindre déjà les 50 followers, ce serait sympa. Donc voilà, encore merci d'avoir suivi. Il est déjà 4 heures. C'est vraiment top à ceux qui sont restés tout le long. Je pensais pas que ça durerait aussi longtemps. Je vous souhaite une très très bonne fin de dimanche, un bon week-end, bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'être encore étudiants, d'être en vacances ou ceux qui ont simplement des congés. Moi, je retourne au boulot demain et je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous.